Bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis ravi d'être là et d'animer cette rencontre qui, vous verrez, sera très participative. Je suis belge, vous entendrez peut-être un accent jaillir de temps en temps. Les yeux de l'innovateur. Alors, je vais juste me présenter en deux mots. Donc, mon nom a été dit. Ma fonction dans la vie, c'est ma mission, d'être un réveilleur de créativité. D'où cette image qui m'a choisi. C'est l'image d'un artiste belge qui s'appelle Yann Fabre, que vous connaissez peut-être. J'aime beaucoup des images un peu provocantes. Et puis, cette image me parle pour toutes sortes de raisons personnelles que je ne vais pas vous dévoiler. Mais elle dit aussi quelque chose de cette mission, parce que je crois que la créativité, elle est très alive chez Decathlon, d'accord. On la sent non seulement dans les produits que vous lancez, également dans l'ambiance, dans le climat qui règne dans cette entreprise. Et c'est souvent quelque chose dont les gens disent, mais moi, je n'ai pas de créativité. Ma créativité, elle est éteinte, ou elle a été étouffée par mon éducation. Et c'est quelque chose qu'on peut réveiller. Alors, je fais ce métier au niveau du monde de l'entreprise, de l'organisation, et au niveau de l'éducation. J'ai écrit plusieurs livres pour les parents, pour les enseignants, visant à reconnaître la créativité comme un moteur essentiel chez l'enfant. Et je m'appassionne particulièrement pour l'art, parce que je suis également illustrateur, peintre. J'ai moi-même illustré plusieurs de mes livres et illustré plusieurs livres jeunesse. Et illustré dans la presse, c'est ça. Comment allez-vous? Bien, super. Alors, les Anglais, ils disent souvent How do you do? Puis c'est rigolo parce que quand un Anglais vous demande How do you do, vous ne devez même pas lui dire que vous allez bien, vous devez lui répondre How do you do? Donc, en fait, on s'en fout de la réponse. Et quand on vous dit bien, c'est un peu la même chose. Donc, je vais vous demander de nouveau How do you do, mais vous allez me répondre en vous levant. Selon que vous trouviez que intérieurement vous vous sentez plutôt comme l'image de gauche ou comme l'image de droite. Donc, c'est ceux qui, pour l'instant, là maintenant, à midi 37, se sentent plutôt comme l'image de gauche. Levez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Probablement qu'il y a différentes raisons pour lesquelles vous vous sentez comme ça, mais ça vous appartient. Vous aurez l'occasion tout à l'heure d'en parler, vous allez voir. On peut vous rasseoir. Et ceux qui se sentent plutôt comme l'image de droite, vous pouvez vous lever également, et plus ou moins à moitié-moitié. Très bien. Ok, merci. Alors, je n'ai pas l'occasion ici, je ne vais pas prendre cette occasion maintenant, on aura un moment interactif tout à l'heure pour poser la question, mais faisons un exercice en temps avec des groupes. Sur l'image de gauche, par exemple, il y en a qui me disent ah ben oui, mais c'est tout à fait comme je me sens parce que je suis très excité d'être là et c'est le bouillonnement, je suis heureux comme tout. Tandis qu'un autre va me dire ben moi, c'est le bordel dans ma tête, avec la même image, hein, et je suis complètement éclaté, j'ai besoin de structure, mais là, ça n'y est pas du tout. Alors qu'un autre va dire, moi je suis plutôt comme l'image de droite parce que je suis zen, je reviens de vacances, tout va bien. Alors qu'un autre va dire, moi je m'emmerde en fait au boulot et il n'y a pas grand chose comme projet, il y a des petits trucs comme ça, mais il manque un bon bouillonnement comme ça pour que je me sente de nouveau en vie. Hein. Ce qui montre bien à quel point l'image est polysémique, d'accord? Et on va travailler là-dessus, sur la perception. Picasso disait une phrase magnifique, il n'a rien écrit, Picasso, il a beaucoup produit d'images, mais il n'a rien écrit. Et son dos ont recueilli ses propos, on appelle des aphorismes. Notamment celui-ci que j'adore, si j'avais pu le dire, je ne serais pas fatigué à être peint. On va donc voir à quel point les images peuvent être des relais extraordinaires pour notre pensée. Quand les mots ne suffisent plus, l'image est là pour donner une forme à l'indicible. Et une image peut être, pour tout un chacun, trois choses. Un miroir, une fenêtre, n'importe quoi. On le voit dans ce petit jeu qu'on vient de faire là, sur comment allez-vous là maintenant. Hein. L'image, vous pouvez vous y refléter parce que cette image me ressemble. Je suis quelqu'un, par exemple, qui s'habille beaucoup en couleur, si c'est votre cas. Dans ce cas, l'image de gauche aurait été un miroir pour vous. L'image peut être également une fenêtre, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à ce que vous êtes, mais à ce que vous aimeriez être. Quelqu'un pourrait me dire, mais moi je suis plutôt dans l'image de gauche, là. Pour l'instant, je suis éclaté, c'est brouillon dans ma tête, mais j'aspire à plus de sérénité. En tout cas, cette image sera pour lui une fenêtre. Et enfin, pour une troisième personne, l'image peut être un porte-voix parce que, voyant une image, il pourra dire, c'est marrant, en fait, j'arrivais pas à mettre des mots dessus, mais c'est exactement ça que je ressens. D'accord? Trois fonctions intéressantes auxquelles on pense peu généralement. Alors, quand on parle de créativité, on confond souvent avec un autre terme qui est innovation. Et ce sont deux termes qui sont en fait liés, mais qui sont
aux deux pôles d'un même continuum temporel. L'innovation, et c'est dans les toilettes que j'ai appris ça, c'est une désobéissance qui a réussi, un truc comme ça. La désobéissance, c'est de l'ordre de la créativité. C'est une rupture mentale, c'est un changement de perception, un changement de manière de penser qui permet l'innovation, qui elle est un changement d'appréhender la réalité, non seulement d'appréhender, mais de matérialiser la réalité. Pas très français ce que je viens de dire. Donc, on va travailler ensemble sur la créativité, non pas sur l'innovation. Je ferai des liens bien sûr avec l'innovation, mais je crois que pour changer la réalité, on vous demande beaucoup d'innover chez l'éducation. Vous devez pouvoir travailler sur votre perception. C'est ce qu'on va faire, vous allez voir, de manière ludique ensemble, et en prenant comme matière première, pour commencer cette rencontre en tout cas, des œuvres d'art, on verra dans 5 minutes. Juste en guise d'introduction, toujours, quelques exemples qui montrent que la créativité et le regard créatif peut mener à l'innovation. Le fait de désirer voir l'inattendu a peut-être amené ce commerçant à inverser les rôles et à sortir ce mannequin en plastique de la vitrine pour quelque part créer un attroupement devant la fenêtre qui probablement aura joué son petit effet puisque le voyant, bien, le public certainement aura envie de se rendre également devant la vitrine. Renverser la perspective, c'est ce qu'a fait Airbnb et ce que font toutes les entreprises qui font une innovation de rupture en changeant complètement les paradigmes de ce qu'on peut même plus appeler l'hôtellerie, mais le fait de pouvoir loger quelque part quand on est en déplacement. Observer les usagers, c'est ce qu'a fait, je crois, la firme IDEO quand ils ont observé que sur la côte californienne, certaines personnes faisaient du vélo avec des vélos normaux, mais en se la pétant un petit peu. Donc, c'est les mecs comme ça qui allaient torse nu, bien bronzés, sur le vélo, en se penchant en arrière et qui, très doucement, passaient sur le front de mer où les jeunes filles étaient en train de les regarder. Et ils se sont dit, mais il y a un truc là, il y a quelque chose à faire, on va leur faire des vélos pour eux, quoi, à cette pose. Et ils ont fait des cruise bikes, vous voyez ici, pour cette fonction-là qui n'était pas encore remplie par des vélos jusqu'à là. Et le créatif, c'est pas inventer quelque chose qui n'existe pas, c'est souvent aller copier des choses qui existent. Vitra, dont je vous conseille d'aller visiter d'ailleurs le musée qui se trouve près de Bâle, a inventé une chaise qui n'en est pas une. C'est-à-dire que c'est un objet qui fait la fonction de la chaise, mais qui n'est pas une chaise. C'est une ceinture synthétique qu'on met autour de soi et qui permet de s'asseoir longuement sans se fatiguer. On va pas inventer ça, mais ils sont explorateurs. Axel me disait pendant qu'on était en train de déjeuner à quel point on essaie aussi chez Decathlon d'activer cette fonction explorateur chez les gens en faisant venir des informations extérieures. Mais il y a quelqu'un de chez Vitra qui était curieux et qui s'est rendu compte qu'en Amazonie, depuis des siècles, les chasseurs, quand ils partaient en forêt, qu'ils étaient fatigués, ils prenaient une liane, ils s'asseyaient et puis ils faisaient un nœud, comme vous voyez là, autour de entre les dos et les genoux, ça leur permettait de se reposer et d'être plus frais après pour la chasse. Enfin, regarder avec créativité, c'est imaginer l'impossible, se projeter dans ce qui pourrait être, mais qui n'est pas encore du tout actuellement. Ceci sera peut-être dans 3, 5 ans, peut-être davantage. Votre futur téléphone, vous n'aurez plus besoin de tablette, plus besoin d'ordinateur portable, parce que votre téléphone projettera d'un côté et de l'autre un clavier et un écran suffisamment grand pour vous passer des autres objets que je viens de citer. La dernière chose, être créatif, c'est pas juste concevoir de nouveaux produits, c'est être capable de les promouvoir avec talent, avec force, avec créativité, ce qu'a fait très bien Burger King en faisant cette publicité. Fiery Fries, c'était l'un des slogans. Merveilleuse manière de regarder autrement des objets qu'on connaît trop bien, la frite et ketchup, mais dans cette configuration dont on viendrait, nous permet de les voir entièrement autrement. Et on va entraîner cette capacité de regarder autrement avec les images que vous venez de prendre à l'entrée. Je vais vous proposer une activité qui va durer un bon quart d'heure. Vous allez voir beaucoup de choses, mais vraiment d'entraîner cette souplesse mentale que j'évoque depuis le début. Et je m'inspire d'un de mes livres qui s'appelle Eureka pour les consignes que vous allez voir. J'ai pris la peine tout à l'heure. Il y a quelques uns qui sont tombés, on va essayer de les raccrocher, mais ça ne tient pas très bien sur les tissus. On a disposé, je crois, entre 50 et 60 consignes de regard tout autour de cette salle. Donc, elles sont vraiment en périphérie. Je ne sais pas ailleurs, elles ne sont pas ailleurs. Elles sont vraiment sur la périphérie de la salle. Et ma proposition, c'est que vous promeniez à deux.
Donc vous choisissez à deux, vous pouvez choisir quelqu'un que vous connaissez, ou au contraire, activer votre muscle du risque et il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. L'idée étant que chacun avec son image, vous serez à deux, vous allez vous mettre devant une première consigne, je prends ici au hasard, voilà, nous avons chacun notre image, quelle position corporelle vous inspire cette œuvre d'art, et vous prenez chacun la position que vous inspire l'œuvre que vous avez en face de vous. Si c'est alors, mettons que c'est moi qui ai choisi cette consigne, ce sera mon voisin, ma voisine qui va choisir la suivante, je dis, oh, celle-là ne m'intéresse pas, je vais prendre, ben voilà, imaginez la personnalité de l'artiste, imaginez son caractère, ses qualités, ses défauts, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, juste en voyant l'image qu'il a produite. Donc il ne s'agit pas de rentrer dans une discussion. Celui qui parle, eh bien il parle, l'autre l'écoute. Ne commencez pas à dire, voilà, tu me redis ce que tu as eu, je t'ai pas raison. C'est pas le sujet. Amusez-vous, vous avez un quart d'heure, 20 minutes, donc amusez-vous à en voir plusieurs, à vous balader, à voir à quel point la succession des regards que vous allez poser sur cette image ne va pas épuiser votre regard et votre imagination, bien au contraire. Il y aura des bénéfices collatéraux, mais ça, on en parlera. C'est clair? Amusez-vous bien. Décortiquer ceci avant d'aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe quand on va au musée? J'ai encore été voir une très belle exposition qui malheureusement est terminée à Mons, pas très loin d'ici, mais en Belgique, sur Niki de Saint-Phal. Et il y avait, comme dans l'image qu'on voit ici, là c'était pas un guide, c'était une guide très érudite qui nous a guidés. C'est-à-dire qu'elle a choisi, elle a dit, oh, écoutez, j'ai qu'une heure et demie avec vous, l'exposition est passionnante, on pourrait y passer 3 heures et demie, mais j'ai donc choisi une série d'œuvres à vous partager. Et donc, je vais commenter la vie de cette être exceptionnelle qu'est Niki de Saint-Phal, et puis qui a beaucoup souffert, etc. Donc j'ai appris beaucoup de choses, mais quelque part dans un parcours guidé. Elle a choisi quelles œuvres méritaient l'intérêt. Elle me disait, ben oui, celle-là est intéressante, deux autres, pas tellement. Parce que de quoi. Puis il nous a raconté. Je suis riche de tout un bagage. Mais c'est une manière de voir les choses. Une personne, au début, quand je faisais une petite balade là, parmi vous, m'a posé la question, ça c'est, est-ce que c'est pas Jérôme Bosch l'enfer? Non. Je dis oui, non. Sourire. Ah, j'ai bon. On a appris ça. On a appris à porter non seulement sur l'art, des complexes. Ici, l'art, c'est une métaphore, c'est un prétexte. Mais à porter sur la réalité un regard de connaissance. C'est de savoir les choses. Et toute notre éducation tend vers ça. Ce que j'appelle le regard cognitif sur l'art, c'est un regard qui cherche à savoir qu'est-ce que cela veut dire. Je crois que la phrase de Picasso qu'on a vue tout à l'heure répondait à une question de genre, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire, cher maître, avec votre œuvre, hein? La réponse, si j'avais pu le dire, je ne serais pas fatigué. Deuxième chose, il y a une interprétation, c'est celle qui est donnée par le guide, l'audio-guide, le livret, etc. La petite étiquette en dessous du tableau, le titre. C'est une interprétation qui, de surcroît, vient de l'extérieur, donc on viendrait. Alors que ce que vous venez de vivre est exactement aux antipodes de cela. Ce regard créatif sur l'art que vous avez vécu pendant un petit quart d'heure avec votre partenaire, hein, visait à extraire de votre spontanéité qu'est-ce que cette œuvre vient de dire à moi ici maintenant. Je suis certain que vous verriez cette même image dans 6 mois, avec un autre état d'esprit, un autre vécu, a fortiori dans 6 ans, vous diriez tout autre chose avec les mêmes questions. Il y a donc pas une, mais de multiples, d'infinies interprétations pour une même image. Et quand je dis interprétation, ça part d'un paradigme qui est faux, qui aurait lieu d'interpréter quelque chose. Mais ce sont des projections, puisqu'on n'est plus en train d'extraire de l'image ce qu'elle voudrait dire, mais simplement de projeter, comme sur une scène de théâtre, hein, ce que cette image nous dit à nous. Hein. Du coup, le savoir, il est interne. La source du savoir, elle est chez nous. C'est ça le regard créatif. C'est un regard éminemment subjectif, assumé. Allons plus loin. Je remontre une image de Yann Fabre. Rappelez-vous le signe qui sortait de son cercueil. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous voyez? Spontanément, sans micro, là, en parlant de temps. Qu'est-ce que vous voyez? Un renard. Pas encore. Crucifié. Je vois une provocation. Je vois la colère. Ok. Ça suffit déjà. Ça suffit pour voir qu'il y a différents niveaux d'information quand vous lisez une image. Il y a un niveau objectif, c'est un renard, pas tout.
On pourrait dire aussi objectivement qu'il s'agit d'une photographie. D'accord? Photographie d'un objet. Probablement un renard empaillé qui a été cloué sur une croix, elle-même constituée ou recouverte de carapace de scarabée. Marque de fabrique de Yann Fabre. Deuxième niveau, je vois de la colère. Quelqu'un m'a dit. Ça, c'est de l'ordre du sentiment, c'est pas objectif. On est dans la subjectivité totale, dans l'émotion. Et quelqu'un a utilisé le mot crucifixion. Il est crucifié. Il est cloué, non, crucifié. Ça veut dire qu'il y a une référence à une connaissance de l'art et de la culture chrétienne. D'accord? Mais toutes ces choses se mélangent. Dès lors, je trouve judicieux de poser sur l'art et, vous l'avez compris, sur la réalité, non pas un, mais trois regards différents. Qu'est-ce que je vois objectivement? Qu'est-ce que je pense subjectivement, par association d'idées, par lien culturel, etc. Et qu'est-ce que je ressens? Ce qui est encore autre chose. Et si je divise un petit peu, ça devient petit, hein, mais je donnerai le PowerPoint, non pas tous les slides, enfin tous les slides, mais raison de 6 slides par page, mais vous aurez ça si vous le souhaitez. Ce que je vois objectivement, c'est au niveau de l'information, des choses que je peux reconnaître. Je reconnais un renard, je reconnais une croix, ça, il n'y a pas trop de discussion à avoir. Et je reconnais également comment c'est fait, c'est-à-dire au niveau formel des informations qui me permettent de dire c'est une photographie. Il y a une composition symétrique, sauf la tête qui, elle, est tournée vers les côtés. Les couleurs dominantes sont le vert et le roux, ce qui d'ailleurs oppose deux couleurs relativement complémentaires, etc. Ça, c'est objectif. Il n'y a pas de discussion. Que vous et moi pouvons avoir tous ensemble d'ailleurs les mêmes analyses objectives. Quant à ce que je pense objectivement, là, c'est déjà beaucoup plus personnel, évidemment. Des associations d'idées, il doit y avoir des culturels. Si nous partageons ensemble une culture chrétienne, on va y voir une crucifixion, on va y voir une provocation aussi. Mais vous montrez ça à un aborigène d'Australie, ou n'importe qui n'a pas cette culture d'origine, il ne va pas voir ça. Peut-être que pour lui, ce sera un symbole de vie. Peut-être, on ne sait rien. De même qu'au niveau visuel, on peut se poser la question, pourquoi l'artiste a-t-il choisi de représenter à la place du Christ un renard? On peut faire plein d'associations d'idées, se poser la question sur le rôle symbolique du renard. On peut aller ouvrir un dictionnaire de symboles, ce que je n'ai pas fait pour préparer cette conférence, mais ce serait intéressant. Et puis peut-être que moi, comme individu, j'ai une histoire avec le renard. Ça fait penser à Goupil, maître renard, mais ça fait penser aussi à une petite peluche renard qu'un de mes 4 enfants. Et je trouve très mignon. Voilà. Alors pour un autre, peut-être qui a été mordu et qui a failli mourir de la rage parmi vous, si c'est le cas, c'est dramatique comme image. C'est pas tout mignon. Là, on est dans la subjectivité. Quant au ressenti, il peut être de deux ordres. Un, l'appréciation, c'est-à-dire, et je trouve plus intéressant de poser la question, non pas est-ce que j'aime ou est-ce que je n'aime pas cette image, parce que c'est très réducteur. Ah, je déteste cette image. Oui. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cette image? Et qu'est-ce que tu aimes? Là, ça devient plus subtil. Peut-être que je n'aime pas la provocation, je n'aime pas la représentation de la mort, mais peut-être que j'aime les couleurs. Peut-être que j'aime le degré de finition avec lequel Yann Fabre s'est adonné à cette mise en scène. D'accord? Et enfin, l'émotion. Qu'est-ce que je ressens face à cette œuvre? Là aussi, on est dans la troisième catégorie, là, comment je me sens. Mais je peux me sentir joyeux, triste, amusé, provoqué, bousculé, etc. Face à n'importe quelle réalité, je crois qu'il est bon de conscientiser que notre regard est fait de tout cela. Une réalité nouvelle s'offre à moi. J'entre pour la première fois chez Alive by Decathlon. Je n'ai pas pris la peine d'analyser, mais il y a des situations où j'arrive pour la première fois dans un nouveau boulot, par exemple, je peux être très enthousiaste ou avoir des hauts le cœur, etc. Ce qu'il est bon, c'est de faire des tiroirs, c'est-à-dire peut-être que j'ai une impression de dégoût ou de méfiance, mais qu'est-ce qui, objectivement, en l'analysant, peut être source de ce dégoût? Qu'est-ce qui, dans mes associations d'idées par rapport à ce que j'ai déjà vécu par rapport à ma culture, etc., peut expliquer le ressenti que j'ai? Et vous voyez que là, eh bien, tout ne se mélange plus. On peut faire des liens entre ce que je vois, ce que je pense et ce que je ressens. Notre regard peut en effet être influencé par plein de choses. Par l'opinion, l'information de tiers. Ce que nous dit
le guide dans le musée. Notre humeur du moment, notre âge, notre sexe, notre personnalité. Il y a beaucoup d'œuvres que vous avez eues en main avec des nus féminins. Il est évident qu'un homme et une femme n'ont pas le même regard sur un nu féminin. Notre éducation, notre histoire ou expérience personnelle, nos valeurs, notre culture, notre morale, notre religion, on en parlait tout à l'heure. Nos peurs et nos désirs influencent aussi notre regard. Nos préférences personnelles, notre état actuel physique. Si je suis en dépression, que je vois ça, ça va pas m'arranger. Mais si je suis d'humeur violette et que je viens ici ouvrir la créativité, je dis waouh, ça m'excite. Vous voyez, selon mon désir, selon mon état du moment, ça peut être la même chose. Vous connaissez cette image de Van Gogh probablement. Rajoutez une information. Vous allez me dire si vous la ressentez de la même manière. Ceci est la dernière toile peinte par Vincent Van Gogh avant qu'il se suicide. Vous la voyez de la même manière. C'est dire que parfois, le savoir ne prend pas sur le regard. Donc, soyons conscients de tout ça. Hein, et on va passer à la suite. Maintenant, on fait le lien entre regard et innovation. Mais ayez cette discipline d'être conscient des trois niveaux et de temps en temps, dans une situation, d'aller faire le distinguo entre ce que vous voyez objectivement, ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Poser un regard créatif, et ceci, en fait, les postures que je vais décrire maintenant, pour expérimenter, vous allez voir encore à travers quelques jeux, hein, mais sont en lien aussi avec certaines consignes de regard que vous avez eues avec vos œuvres d'art tout à l'heure. Œuvres d'art que je vous demande, s'il vous plaît, de me rendre en partant. Si vous l'aimez beaucoup, vous faites une photo, hein, ça vous aurez un souvenir, et vous pouvez même la mettre dans Google Images, et Google Images peut retrouver le titre et le nom de l'artiste. C'est très pratique pour ceux qui sont curieux, c'est une qualité des curieux. Donc, poser un regard créatif, c'est multiplier les points de vue, désirer y voir l'inattendu, faire des liens associés, oublier ce qu'on sait et oser rêver, imaginer. Et je parie, je crois, que les grands innovateurs sont capables de ces postures-là, qui plus est, qu'elles peuvent se cultiver au quotidien. C'est donc pour ça qu'on est rassemblés aujourd'hui, pour voir comment est-ce qu'on peut les cultiver. Multiplier les points de vue. Commençons par ça. Petit jeu. Combien de carrés voyez-vous spontanément? C'est très bien. Je repose la question. Combien de carrés voyez-vous? Plus que ça. Mais non. Énormément. C'est bien. On peut voir 17 déjà, parce qu'il y a le grand carré en plus. On peut voir 24 parce qu'on peut les prendre par 4 les carrés. Et puis on peut les prendre par 4 en périphérie, puis au centre. On peut les prendre par 9 aussi. D'accord? 26. 36. Où est-ce que tu vois les. Parce que tout 26, tout le monde y arrive. Les 36, tu les vois où? C'est qui a pris la parole? Vas-y. C'était comme ça. D'accord. Dans le noir, aux intersections, ça que tu veux dire, aux intersections, et c'est une illusion d'optique, on peut voir des carrés un peu translucides. C'est bien un phénomène optique, mais on peut les voir également. Continuez. Pourriez-vous encore voir des carrés? Le carré du slide, qui selon moi est un rectangle. Non, ça c'est mais oui, c'est une anamorphose, tu as raison. De ton point de vue, c'est un carré. J'ai compris. La perspective, c'est tout à fait un carré. Il y a un mot carré dans la phrase. Bravo, il y a le mot carré dans la phrase. Oui, quoi encore? Les carrés noirs et les carrés blancs, effectivement. Oui, multiplie de considérablement. Et puis vous pouvez aussi, si vous en aviez l'audace ou la possibilité, vous rapprocher de l'écran, vous verriez, comme je le vois, je suis, la multitude de petits carrés qui sont les pixels. Il y en a plein. D'accord? Vous ne les voyez pas. Moi, je les vois. Tu peux baisser ton regard de 10 degrés devant un carré juste devant toi. C'est le bloc. D'accord? Et pour ça, il faut quitter ce qu'on nous demande de regarder. Ça, c'est une posture essentielle pour le créatif et l'innovateur. Ne pas regarder là où on lui dit de regarder. C'est une sorte de fou, là, on regarde le doigt. Donc, déplacer son regard. Regarder ailleurs que là où tout le monde regarde. Épuiser les premières réponses banales pour arriver à des réponses originales. On ne voit pas tout de suite les opportunités en matière d'innovation créative. Il faut regarder d'abord et puis voir des choses évidentes. Oui, je vois ceci et ça et ça. Une fois que cela est purgé,
on peut aller au-delà. Ça demande un changement de point de vue. J'ai vu ceci dans une belle exposition à Paris sur la perception, justement. C'est une sculpture de 2 mètres de haut. Et c'est génial. Vous êtes en face de la sculpture et marqué oui, yes. Vous tournez 90 degrés et c'est le nom que vous découvrez. C'est la même sculpture. Belle invitation à changer de posture, à se déplacer. Pas physiquement nécessairement, quoique ça aide beaucoup en matière d'innovation, de ne pas rester toujours au même endroit. Au moins mentalement. J'ai, parmi les livres que j'ai écrits un livre sur les objets du quotidien. Comment être créatif avec n'importe quoi, une chaussure, une bouteille, une chaise. J'ai donné par provocation une chaise d'école à 5 enfants. Il y a quelques années, vous allez voir que les photos sont un peu démodées, ça se voit vite, comme ça que les photos datent un petit peu, ça date d'il y a 10 ans, les photos. Mais j'aurais donné cette consigne très simple. Je vais faire des photos de vous avec la chaise. Amusez-vous, surprenez-moi. Très simple. Première chose qu'elles ont faite, elles sont assises sur la chaise. C'est mignon, c'est chouette, mais c'est évident. La chaise reste une chaise. Mais, avec sourire, un regard bienveillant, on leur dit, ouais, super, et encore. La chaise a pris de la hauteur, elle devient un dé, comme peut-être pour la reine Néfertiti se promenant le long du Nil avec ses courtisanes. C'est intéressant aussi, on est plus bas en Afrique, c'est la chasse à la chaise sauvage, la capture de la chaise sauvage. Après une lutte acharnée, d'ailleurs, il y a une victime, si vous comptez bien, il était de 5 à 4. Mais on capturait enfin cette chaise sauvage. C'est une belle inversion des choses. On peut continuer sur l'Afrique si on veut, plutôt en Asie. Là, parce qu'en Afrique, on ne monte pas les éléphants. Il y a une justice pour cette pauvre chaise. Enfin, elle peut elle-même se reposer sur quelqu'un. C'est pas l'inverse. Là, on est chez le Petit Prince. Apprivoise-moi. Il y a une empathie là qui se passe. Il y a une imitation, absolument. Puis alors, la dernière image, c'est ma préférée, mais elle est arrivée après la purge de toutes ces idées-là. Regardez un petit peu, c'est magnifique. La consigne est d'une simplicité crasse. Je vais faire des photos de vous avec une chaise, amusez-vous, surprenez-moi. Et ce qui a stimulé la créativité, ce n'est rien d'autre que cet encouragement, oui, et encore. Oui, et encore. Malheureusement, l'école, pas toute l'école traditionnelle tend à réduire. Bon, réduire, c'est un mot très poli. Sur l'écran, j'ai mis autre chose. À étouffer, à tuer la créativité naturelle des enfants. Comment? En stipulant qu'à toute question, il y a une bonne réponse. Laquelle? Celle que le prof attend. Pas drôle. Je vois que personne ne rigole, il n'y a pas de quoi rigoler. Parce que, encore maintenant, en 2019, je vois des enfants qui rentrent, pas mes enfants, on les a mis dans une école un peu différente. Des enfants qui rentrent de l'école, avec leurs devoirs barrés de rouge. Les réponses sont correctes, mais le prof les a barrés en disant c'est pas ça que j'attendais. C'est pas ça qu'on a vu au bout. Est-ce qu'un enfant apprend, dans ces conditions, non pas être intelligent, à se conformer? C'est un mot magnifique en français. Conformer. En plus de se conformer, il va développer une peur maladive, le cas échéant, de l'échec, de l'inconnu. Heureusement, ça peut se réveiller. Ça peut se réveiller, mais on en est parfois tous encore les victimes de cette éducation réprimante. Edison a eu besoin lui-même de multiplier les regards sur comment faire briller une ampoule électrique en faisant passer un courant dans un matériau, et dû essayer, selon les sources, entre 900 et 1200 fois, c'est pas tout seul, il y avait une équipe avec lui, jusqu'à ce qu'enfin ça réussisse. Il y a l'importance en matière d'innovation d'essayer encore jusqu'à ce que ça marche. Donc c'est opiniâtreté. Je porte des lunettes, ça ne vous aura pas échappé. J'étais avec ma femme en Malaisie, au voyage, c'était une traversée de mariage, donc on avait cassé la tête de lire, et en Malaisie, il y a quelques endroits où il y a encore des récifs coralliens, mais ça existe encore, avec des poissons. Le problème, c'est que dans l'eau, je dois enlever mes lunettes. Et sans lunettes, je ne vois pas grand-chose, franchement. Mais sachant que je verrais des belles choses, j'ai loué un appareil photo qui pouvait aller en dessous de l'eau, et puis j'ai mitraillé. J'ai mitraillé et que je voyais juste quelques masses colorées, comme ça,
et donc, ça avait l'air chouette. Mais j'en ai fait beaucoup, disant dans le lot, si ça se trouve, il y en aurait une autre. Et je vous en montrerai une que j'aime beaucoup. Et qui n'est pas du tout durement dans le photographe, parce que je ne voyais rien. Mais simplement au fait que j'ai mitraillé. Voilà. J'adore cette photo parce que ça représente quelque chose. On est au fond de la mer, au fond de la mer, à 2 mètres, parce qu'en dessous, j'ai des oreilles qui font mal. Mais on a l'impression d'être sur notre planète. Voilà pour multiplier les points de vue. Passons maintenant à la posture suivante, qui est de désirer voir l'inattendu. Désirer voir l'inattendu, c'est ce que fait très bien Richard Stomp. C'est un Hollandais qui est un consultant créatif, en marketing, pardon, et qui passe son temps à faire son métier de consultant, mais sur les routes, aller d'un client à un autre, et pour cela, il va dans les campagnes, dans les villes, en voiture, en train, etc., avec une discipline de fer qu'il suit depuis maintenant 8 ans, je crois. C'est que tous les jours, il poste une photo de quelque chose qui l'a étonné. Ça peut être n'importe où. Ça peut être chez son client, ça peut être sur le trajet, ça peut être par la fenêtre de la voiture, etc. Et il en tire une leçon pour son métier. Je vais vous montrer 3 ou 4 exemples très inspirants. Par exemple, ici, il est dans la campagne des Pays-Bas et dans une région où il y a plusieurs vergers, un cultivateur est arrivé à se distinguer de ses voisins et donc concurrents en créant quelque chose d'assez anodin, mais qui est une petite plaine de jeu dans son verger. Avec notamment un Kersenpitz-Purbaan, qui, comme vous savez tous, parce que vous êtes ici en Flandre, veut dire, on n'apprend plus flamand, la piste, une piste de crachat de noyaux de cerise. Ça marche comme ceci, prenez une cerise, puis vous la mâchez, vous avalez la chair, vous gardez le noyau, puis vous crachez, et celui qui va le plus loin, bien, il repart avec son kilo de cerise. La leçon marketing qu'il en tire, c'est transformer un simple produit en expérience hors du commun, où les gens viendront juste pour le plaisir. Donc, à quand les pistes de crachat de noyaux de cerise devant ce Decathlon? Nike Café. Alors, Nike Café, c'est rigolo, parce que d'être un petit peu cru, mais en néerlandais, nine a 2 significations. Nine veut dire tricoter, mais veut dire aussi faire l'amour. Donc ça peut être assez attirant de un Nike café. En fait, on ne fait pas l'amour, mais on tricote. Donc c'est un rendez-vous pour des femmes, et peut-être des hommes aussi, qui aiment tricoter, et qui, ne voulant pas tricoter dans la solitude, trouvent là l'occasion de se rencontrer de surcroît. La leçon qu'il en tire, c'est transformer une activité utile en activité plaisante, en la combinant avec un autre univers. Autre exemple, très simple. Vous voyez, cet énorme transat sur la plage, la leçon qu'il en tire, agrandissez quelque chose de manière extrême, de manière à la rendre extraordinaire. Dernier exemple, vous l'avez vu tout à l'heure, inverser les rôles. Donc, je vous encourage peut-être, dans la semaine qui vient, à faire une photo tous les jours. Au moins ça, au moins une semaine. Vous laissez étonner. Ceci est intéressant aussi. Arnaud Lesage, un Français, a gagné le Grand Prix photo de la FNAC il y a quelques années. Avec ceci, ce sont des séries de 4 photos où, voyageant de par le monde, il repère une forme qu'il va trouver dans des environnements très différents, puisque les 4 photos que vous voyez là sont prises dans des pays, d'environnements très, très variés. La première, c'est un geyser en Islande, la deuxième, un monument aux morts en Bretagne, la troisième et la quatrième, ce sont des arbres pris dans des forêts, dans des pays et des continents très différents, je ne sais plus lesquels. Mais son regard, à lui, a choisi non pas d'aller chercher des choses tout à fait extravagantes, inattendues, mais au contraire, il cherche quelque chose de précis, dans un environnement qui est hyper stimulant. Allez choisir une chose. C'est intéressant aussi comme posture, pour innovateur. Dire, ouais, cette semaine, pendant ce voyage, je vais être attentif à telle chose. Par exemple, les devantures de magasins. Je fais une visite de ville, juste la devanture de magasin. Quelque chose encore plus précis que ça. La typographie des noms de marques dans tel pays. Que sais-je encore? Selon votre intérêt, selon ce que vous avez envie de développer dans votre posture d'explorateur. Je fais souvent ça avec des enfants, parce que c'est une gymnastique qu'on peut entraîner au niveau du regard. On part à la chasse aux étoiles. C'est très simple, mais c'est rigolo. On trouve des étoiles partout, dans les arbres, dans les rayons de vélo, dans les parapluies, dans les lampes. Et c'est extraordinaire, dès lors qu'on a choisi de trouver quelque chose. C'est comme quand vous voulez acheter une nouvelle voiture, vous la voyez partout. Oh, oui, là, tout le monde a acheté une nouvelle voiture. Non, c'est juste que votre regard, il
il est plus aiguisé là-dessus. Ou très marrant aussi à faire avec des enfants, ou même tout seul ou entre adultes, d'aller chercher des visages cachés. Je ne sais pas si vous voyez ce profil-là, avec cet œil, ce nez, cette bouche de gnome. Ici, bien sûr, les deux yeux, la bouche, et là, cette main, vous voyez, avec le pouce, l'index, le majeur. Je crois que Michel-Ange n'en a pas fait mieux, mais c'est dans un arbre, une petite promenade d'1 quart d'heure. Ou ici, c'est de nouveau la FNAC, j'étais trop tôt à la FNAC, 10h moins 10. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je vais boire un café? Non, j'étais pressé, je vais perdre mon temps parce que je serai de retour à 10h15. Je vais rester là 10 minutes. Je vais photographier, j'ai pas fait des lubies un peu débiles, je me partage. Je vais rester sur place, je vais pas bouger, et juste en bougeant mon appareil photo, je vais photographier tout ce qui va par 3. Ici, j'ai 3 photos, mais je crois que j'en ai fait 15. Mais c'est extraordinaire, dès lors que, de nouveau, on choisit quelque chose, à quel point on peut le repérer. C'est une petite gymnastique, ça n'a aucun intérêt intellectuel, mais ça aiguise la perception, ça je vous assure. Et cette perception aiguisée, elle vient après au service d'une perception au travail qui, elle, va être plus aiguisée également. Enfin, étant moi-même dessinateur, je ne vais pas parler de cette capacité à observer l'inattendu sans parler de dessin. Voilà un dessin d'enfant, mais c'est un dessin d'observation. Beaucoup d'enfants font des dessins d'imagination, mais l'observation, c'est merveilleux. Dans l'école de mes enfants, qui est une école de pédagogie différenciée de Crolly, un peu proche de Freinet, le dessin est utilisé comme manière d'analyser le monde, de le comprendre, de se l'approprier d'une certaine manière. Regardez à quel point le fait de dessiner un vélo permet d'en comprendre la structure, la mécanique, profondément. Et c'est un travail de patience, d'attention. Qualité qui, vous comprendrez, bien au service de l'esprit scientifique des enfants, après. Aller à Bruges et se mettre pendant 1h30 devant le beffroi et simplement le dessiner, mais simplement en prenant le temps d'analyser la différence entre les fenêtres. Alors, les lignes ne sont pas droites, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est la démarche, c'est pas le résultat, vous l'avez compris. La démarche d'observation fine. Tout comme un enfant amène une tortue en classe, une tortue c'est plus facile qu'un petit chien, hein, ça reste plus longtemps immobile, donc on peut l'observer finement. Il faut bien choisir les animaux qu'on amène. Ça, c'est pas un enfant qui l'a fait, c'est Shitao. Shitao, grand peintre chinois. Je vous montre ceci parce que ça montre aussi à quel point le dessin est très culturel dans la manière dont on le vit. Que fait un peintre en Europe? J'ai voyagé en Chine à 25 ans, là, et un peintre chinois que j'ai rencontré me dit, vous, les Européens, vous êtes quand même bizarre, quand vous peignez, vous allez sur le motif, comme vous dites. C'est-à-dire que vous allez vous mettre devant le paysage, et puis mettez votre chevalet, vous commencez à peindre. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on va dans le paysage, sans notre matériel de dessin. Le titre de cette image, c'est le peintre. Et le peintre, sur son bateau, là, il n'est pas en train de peindre. Et il dit, nous imprégnons du paysage. Si je dois dessiner un arbre, je vais aller voir l'arbre de près, de loin, le matin, le midi, le soir, en été, en hiver. Et il m'a dit, quand je suis plein de l'arbre, alors je rentre chez moi et je le fais. C'est une belle posture aussi, ça. Au-delà de la pratique artistique. Imprégner des choses. Laisser entrer en nous. Ça, c'est une chose que j'ai faite aussi, c'est très à la mode, c'est faire des récoltes graphiques. Mais certains des types d'intelligence qu'on a mis ont besoin d'écrire et de dessiner les choses pour les garder en mémoire, pour les ancrer dans la mémoire à long terme. Je vous encourage aussi. C'est ça aussi, avoir un regard innovateur, c'est choisir qu'est-ce que je veux garder dans les mailles de mon filet. Je viens de publier un bouquin qui s'appelle Celui qui dessine, où il n'est disponible que sur Amazon, mais où je parle de justement comment utiliser le dessin pour se développer une posture créative au quotidien. Faire des liens associés. Faire des liens associés, c'est une troisième posture essentielle. Et on peut l'exercer comme cet artiste ici, c'est très, on est nouveau devant une crucifixion, on vient de dire c'est une obsession. Et c'est une obsession de beaucoup d'artistes comme le nu féminin. Représenter cette fameuse scène du Christ. Ce côté Dieu quand même comme symbole religieux, il y a plus joyeux. Hein. Cloué sur une croix. Et pour parler, pour pas parler, pour monter coup de poing dans le ventre par rapport au traitement, au maltraitement, à la maltraitance des enfants dans le monde, il a créé cette image. Enfants victimes de la pédophilie dans l'Église, tourisme sexuel en Asie.
des guerres, des conflits, des expériences médicales qu'on fait sur les enfants, du terrorisme ou de la malbouffe. Ces images, elles atteignent leur but. Mais c'est une image qui a été créée par association d'idées. Comme cette fameuse image de Picasso, vous connaissez, hein, une tête de taureau qui est constituée d'un selle et d'un guidon de vélo. Il fallait que Picasso ait cet amour de la tauromachie pour, dans un vieux vélo, en Belgique on dit tout ce qu'il y a dit, hein, c'est-à-dire tout cassé, tout rémoulu, qu'il voit là le potentiel de cette tête de taureau, parce qu'il a fallu dissocier le vélo et le réassocier autrement, pour enfin constituer le vélo. C'est-à-dire qu'il a constitué dans sa tête cette association d'idées avant de la matérialiser avec son fer à souder. Picasso disait d'ailleurs, toute création commence par un acte de destruction. Il faut pouvoir détruire l'existant pour accéder à la nouveauté. Bel acte d'innovation aussi pour Caterpillar, qui était une société business to business, que d'aller associer à son image de marque des chaussures en commercialisant des chaussures. Il fallait quand même le faire. Dire c'est pas on va faire des bulldozers plus petits ou même des bulldozers jardin. Non, on va faire des chaussures. Le gars ou la femme qui a eu cette idée-là, mais génial. Tout le monde connaît Caterpillar. Tout le monde associe à Caterpillar une image de marque de peut-être virilité, durabilité, tout terrain, etc. Design. Associer, c'est également être capable de trouver des solutions par association avec un domaine différent, ce qu'on appelle le biomimétisme. Un slide là-dessus, parce que vous avez certainement déjà beaucoup lu et entendu là-dessus, mais je mets bien cet exemple d'une société de pipeline qui connaît des problèmes de fuite, comme toutes les sociétés qui gèrent des tuyaux transportant des liquides. Quand il y a des micro-fissures, on ne sait pas les repérer et les réparer à l'unité, c'est juste impossible. Les grosses fissures, oui. Petites fissures, pourtant, engendrent beaucoup de pertes. Quelqu'un a eu l'intelligence, la présence d'esprit de dire, au fond, ce problème ressemble à un autre. Quand on se coupe quelque part sur le corps et que du sang s'écoule, la fuite se colmate de l'intérieur. Comment? Parce que dans le sang, il y a des plaquettes, et les plaquettes de l'intérieur vont venir colmater la brèche. Et donc, de cette manière, de manière analogue, ils envoient en permanence des plaquettes en polymère dans les tuyaux qui, au contact de l'air, c'est-à-dire là où il y a des micro-fissures, vont venir s'insérer dans ces micro-fissures et colmater le tuyau. Ceci, j'adore. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ceci. C'est une visseuse. Mais moi, ma visseuse, elle n'est pas comme ça. Il y a la visseuse plus la réglette en caoutchouc avec les embouts dedans. Autant dire que les deux, souvent, se trouvent dissociés dans mon espace bricolage, qui n'est pas le plus ordonné de la maison, voire tombent derrière l'étagère. Ici, les deux sont en un. Qui plus est, on peut faire tourner le barillet en rechargeant l'engin qui ressemble à une arme, bien sûr, à un revolver, comme une arme à feu, ce qui vous donne un côté très viril au bricolage. Chérie, sur bricoler. Ça le fait quand même. Et vous trouvez cet exemple comme d'autres sur un site que je vous recommande vraiment parce que pour tous ceux qui sont dans l'innovation produit, ce site est très inspirant, il a été fait par un collègue hollandais qui s'appelle crossindustryyinnovation.com. Il identifie toute une série de stratégies d'innovation qui s'inspirent d'autres secteurs technologiques. Et dans ce livre, dans le site, il y a un tableau que j'ai traduit en français et simplifié. Il ne faut pas y passer beaucoup de temps, mais on pourrait consacrer 2 heures, je vais consacrer 2 minutes. Mais il identifie des tendances cross-sectorielles. Je sais que vous avez fait une charte ou un cahier de tendances, Explore. C'est depuis une demi-heure, grâce à toi. Merci beaucoup. Mais ici, il s'agit de tendances qui caractérisent tous les secteurs d'activité. Et à ce titre, ils sont intéressants parce qu'ils sont le reflet de l'évolution de toute une société. Par exemple, comment Decathlon pourrait-elle, le cas échéant, activer davantage le partage de services, voire de produits, entre ses clients? C'est une question intéressante à se poser parce qu'on est de plus en plus dans cette économie du partage, l'économie circulaire, etc. Comment activer la transparence? Alors, à l'entrée de mon Decathlon, on voit l'atelier vélo, c'est sympa, et on voit que les gens s'activent et tout. Il y a beaucoup de restaurants, de boulangeries, etc. aussi, où on joue maintenant la carte de la cuisine ouverte. Comment être davantage ouvert? Je crois que c'est le cas également avec cette vitrine ici. Les gens vont dans le magasin et ils voient cet espace de créativité. C'est très inspirant, je crois. Il y a peut-être là-dedans, comme dans la customisation pour les Nike ID ou la communauté, le co-branding, le fait de mettre le client aux commandes, comme on peut faire son propre
robot en Lego sur son ordinateur et puis après se le commander par simplement en appuyant sur la touche commander. Il y a peut-être des tendances ici à explorer de la part de Decathlon. Ou alors en faisant ceci, j'étais responsable d'animer un brainstorming pour innover en matière de glaçage pour la pâtisserie, pour une multinationale qui faisait des produits pour la pâtisserie. Et on a travaillé sur différentes techniques de créativité, mais il se fait que juste à côté de notre lieu de brainstorming, et c'était une chance, un hasard, il y avait un concept store, un supermarché du luxe. Dans ce supermarché, il y avait un grand magasin avec des produits très chers, et notamment des chaussures complètement dingues, des tapisseries, des lampes et tout. Je les ai envoyés à deux, c'est un groupe de 14-15 comme ça, avec un paquet de post-it. J'ai dit, vous avez un quart d'heure, 20 minutes, vous revenez avec plein d'idées d'innovation pour les glaçages en matière de pâtisserie, mais en vous inspirant de ce que vous verrez là-bas. Comme ça, hein, la liste d'idées qu'ils ont eues. Parce qu'il y avait plein d'analogies à trouver entre cet univers qui n'est pas du tout alimentaire, vous voyez bien, mais qui parlait beaucoup de matière, de lumière, de texture. Oubliez ce qu'on sait. Quatrième posture essentielle, et la plus difficile probablement. Être capable de faire fi de ce qu'on sait déjà sur un sujet. Je vous demande de diviser un carré en 4 parties égales en forme en surface. Je suis sûr que vous connaissez déjà des réponses. Montrez un peu avec vos mains, vos bras. Comme ça. C'est-à-dire ce qu'on appelle les médianes, qui rappellent l'école primaire, ou les diagonales, bravo, hein, ou ce que j'appelle, je ne sais pas comment, les tranches de cake, qu'on peut mettre dans les deux sens. Et puis, généralement, ça s'arrête là. Parce que ça, c'est les réponses qu'on a apprises. C'est ce qu'on sait. Je vais vous dire quelque chose maintenant qui va vous embêter. Est-ce que quelqu'un a une idée du nombre de réponses exactes possibles de cette question? Une infinité. Ce qui est intéressant, c'est l'exercice qu'on n'a pas le temps de faire en vrai, vous pouvez le faire mentalement. Je vais vous montrer les réponses quelques réponses dans un instant. C'est qu'il faut passer par une déconstruction de ce qu'on sait pour arriver à des nouvelles réponses. Je fais souvent faire ça à des ingénieurs, ça les embête très fort justement de ne pas savoir. Il y en a un qui trouve ça. En fait, c'est la combinaison des deux premières idées que je vous ai montrées, les deux premières réponses. Le problème, c'est qu'en Occident, on a appris à penser ou en alternative. C'est blanc ou noir, c'est la réponse A ou B. Pas les médianes et les diagonales. Bien ici, oui. Quelqu'un me fait ceci. Il dit oui, voilà, Philippe, c'est des diagonales, mais c'est pour moi, j'avais pas de règles. Il dit, mais c'est pas juste ton truc. Oui, bon, c'est pas grave. Hein. Il dit, non, je pense pas grave, mais c'est très intéressant ce que tu as fait là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour peu qu'il prête attention, et c'est souvent le cas, il dit, ah bah oui. Il ou elle dit, oui, bien sûr. En fait, il y a un axe central et puis une ligne qui rejoint la périphérie et qui est, pour utiliser un mot mathématique, qui est translatée de 90 degrés chaque fois. Mais quand on a compris ça, on peut faire ceci comme réponse. Ça, une infinité, vous l'avez compris. Oublier ce que l'on sait, c'est difficile. Parce que plus on devient expert dans un domaine, plus on peut être enfermé dans ce savoir et dans des certitudes. Vous connaissez tous ce syndrome, soit de votre part, soit de la part de certains de vos charmants collègues. Ce que je fais souvent faire aussi, c'est d'innover en matière de table. Je vous demande de créer une table innovante. Qu'est-ce qui fait qu'une table est une table? Montrez un peu aussi avec vos mains comme ça. Surface plane sur des pieds. 4 pieds, 2 pieds, 1 pied. Mais, bon, si tu dois être surface plane, le contenu tu te tomberais, et s'il n'y avait pas de pied, ce serait plus une table, ce serait un tapis, un paillasson, ce genre un plancher. Et on peut les embêter, je leur dis, vous avez en plus une hauteur fixe. Parce que si c'était un verso, ce ne serait pas pratique non plus. Je leur dis, vous allez faire une table, mais qui n'est pas ces caractéristiques. La surface ne peut pas être uniformément plane. Elle ne peut pas avoir de pied. La hauteur ne peut pas être une hauteur fixe. Et la forme de cette table, vue de haut, ne peut pas être une forme géométrique. Débrouillez-vous. Allez s'embêter. Et donc, vous avez 5 minutes. Vous allez trouver des trucs géniaux. Dans un de mes livres, j'ai mis cet exercice et j'ai dessiné pour le fun quelques réponses. On peut avoir une table fleur qui descend du plafond, hein, avec des pétales qui vont s'ajuster à différentes hauteurs pour chaque combi. Ou une table flottante en Barbapapa, maison 2019, hein, à laquelle on peut donner la forme qu'on veut. La table sur coussin d'air, pourquoi pas. J'aime beaucoup la rabata.
je n'ai pas encore breveté, mais je devrais penser à le faire. Pour les petits appartements parisiens, elle comporte le siège, très facile pour passer l'aspirateur, et après vous la rabattez, bien sûr, contre le mur. La table du Finistère, parce qu'il paraît qu'en Finistère, dans le Finistère, depuis des années, depuis des siècles, on ne fait plus maintenant, mais on creusait les prairies pour les banquets de mariage. Et c'est le sol qui devenait la table. C'est très intéressant comme conceptuel. Et alors, ma préférée sans doute, c'est la table de dîner mondain, de cocktail dînatoire. On mange debout, et c'est une table sexuée. Donc les hommes ont un ego proéminent sur leur table, et les femmes ont un ton orifice sur leur table aussi. Et il s'agit de voir avec qui on va manger ce soir. C'est pas évident. On cherche ça. Après, il faut rester bien connecté, sinon il y a des accidents. Quelques exemples de gens qui ont réussi justement à changer leur regard, à oublier ce qu'ils savaient, à oublier leurs croyances et les paradigmes. Il s'agit de paradigmes ici. Il y a les mismatch socks, mais ici c'est les mismatch shoes. C'est subtil, mais regardez juste la façon de lasser les chaussures. Petite différence, mais qui fait de vous un être exceptionnellement créatif. Bon, je ne l'ai pas fait, je penserai pour la prochaine fois. Oui, non, juste l'introduction, vous l'avez déjà vu peut-être. C'est un bourgmestre belge qui cherchait une solution pour éviter que les voitures roulent trop vite à travers son village. Les solutions institutionnelles, c'est les 4 vitesses, les bacs à fleurs ou les panneaux pour nos enfants rouler prudemment. Parfois, certains chauffards s'amusent avec ces contraintes-là pour quand même prendre des risques et mettre en danger la population. Ce maire responsable a donc décidé de faire autre chose que tout le monde. Il a mis un panneau, lui aussi, à l'entrée de son village, mais différent. Qui s'est révélé assez efficace, mais qui fait dire à certains Français que je rencontre, oh, mais en France, ça ne marcherait pas, parce que les gens prendraient ça au pied de la lettre. Et alors, dernier exemple que j'aime beaucoup, c'est un Américain qui cherchait dans les années 90, année un petit peu avec les années 80, l'âge d'or de la publicité, il cherchait un job de copywriter, une personne qui va écrire les publicités, mais comme il y avait tellement de monde sur le marché, malgré les bonnes lettres de motivation et CV qu'il envoyait, il avait 0 lettre. Et comme il était très motivé, il dit, en fait, tout le monde fait la même chose, tout le monde envoie une lettre de motivation, un CV, je vais faire autre chose. Il a envoyé le CV de ses échecs. Avec beaucoup de talent et d'intelligence émotionnelle, il a analysé ses échecs professionnels, privés, etc. Qu'est-ce que j'ai bien foiré dans ma vie professionnelle et quelles sont les leçons que j'en ai retirées? Dans ma vie privée également, les années où je n'ai pas vu mes parents, qu'est-ce que j'en ai retiré comme leçon de vie? Tout ça avec l'économie d'écriture qui prévaut à la rédaction d'un CV. Les formations et études que j'ai entamées et que je n'ai pas terminées, qu'est-ce que ça m'a appris? Les non-compétences criantes de mon profil, qu'est-ce qu'elles m'ouvrent peut-être comme naïveté féconde? Et les mauvaises références dont je peux me tarder. Bien sûr, parce que c'était écrit talent, c'était provoquant, il a eu des interviews et il a eu le job de ses rêves derrière parce qu'il y avait une vraie belle personnalité, qu'un vrai talent derrière, heureusement. Cette phrase de Picasso est bien l'illustration de ce qu'on vient de voir. C'est en néerlandais, j'ai oublié de la traduire. C'est un bon exercice. Qu'est-ce qu'il dit Picasso? Il dit là, l'acte de création commence par un acte de destruction. Dernière posture, et on aura fini à 14h pétante comme annoncé, je vous rassure, c'est que poser un regard créatif, c'est oser rêver, imaginer. C'est se projeter dans ce qui n'est pas encore, mais qui pourrait être. Et à ce titre, j'ai imaginé un petit concept très simple que je vous livre, qui est l'échelle des idées. L'échelle des idées qui montre qu'on peut, au fond, classer les idées sur différents niveaux. Et on peut générer des idées sur ces différents niveaux. Niveau terre, montagne et ciel. Les idées terre, c'est des idées très simples. Il y a 4. C'est les idées qui sont dans la continuité de ce qui existe, des idées d'amélioration, d'accord? Innovation, comme on l'appelle, incrémentielle. Vous connaissez tous ça. Et puis il y a les idées montagnes. Les idées montagnes sont des idées qui sont réalisables, mais moyennant des efforts. Il va falloir dépenser de l'argent, faire un petit peu de recherche R&D pour la réalisation concrète, mais on voit que c'est possible. Il va falloir convaincre des réticences parce que l'idée est un petit peu atypique. C'est possible. Et puis les idées montagnes, c'est des idées de ouf. C'est impossible. Mais c'est vachement inspirant. Si c'était possible, ce serait tout à fait génial, ça résoudrait nos problèmes et au-delà, comme disait Buzz Éclair. Pour avoir la chance de manger avec un des directeurs de Decathlon il y a quelques années, je vais poser la question, mais cette fameuse tante Quechua, là,
qui s'ouvre en 2 secondes et qui, à l'époque, peut-être ne se met pas en 2 secondes, maintenant c'est amélioré, je crois. Et je lui ai demandé, mais comment est née cette idée? Et il m'a donné cette réponse qui m'a vraiment marqué, hein, qui est, nous posons la question, quel serait le rêve pour nos clients? Nous partons de ce rêve. Bien sûr aussi du design thinking, de l'observation fine, de ce que font déjà les clients, des solutions qui bricolent parfois, etc. Mais aussi ce rêve. Et ce que je sais aussi, c'est qu'il a fallu 5 ans entre le rêve et la mise sur le marché. Hein. Il a fallu des recherches, non seulement produits, mais marketing, pour tester la réalisation et l'acceptation du produit. C'est un outil que j'utilise beaucoup, non seulement en divergence, mais en convergence. C'est-à-dire les 2 phases du processus créatif. En convergence, quand on a beaucoup d'idées, ce que je fais souvent, c'est qu'on classe ces idées en catégories et selon l'échelle des idées. Ce qui fait qu'on peut voir que pour résoudre le problème sur lesquels on s'était penché, il y a des idées de type A, B, C, D, E, F, et des idées qu'on peut mettre en œuvre à court, donc idées terme, moyen et long terme. Très simple, très pratique, je vous le recommande. Pour terminer, et on terminera après par 5 minutes d'échange que vous souhaitez. Mais je vais vous proposer d'abord de choisir un chiffre de 1 à 7 chacun, dans votre tête. Parce qu'on va faire un dernier petit jeu, exercice comme ça qui va vous permettre de vous projeter dans l'imaginaire justement, mais par rapport à Décathlon. Réalité que vous connaissez quand même suffisamment. Je vais vous montrer 7 consignes. Vous allez retenir celle qui correspond à votre chiffre. Et ensuite, je vous montrerai une image, je vous ferai le lien entre votre consigne et l'image. Capito? Voici les consignes. Lisez celle qui correspond à votre chiffre. OK? Et voilà l'image. Je propose avec votre voisin et votre voisine d'échanger en 3-4 minutes par rapport à votre question. Quelles sont les réponses qui spontanément, ou peut-être par élaboration, simplement par association d'idées, vous viennent à l'esprit? En quoi est-ce que cette image représente le futur idéal pour Décathlon, une des forces, une des faiblesses, une opportunité, une menace, etc. La question que vous avez. Je vous laisse 3 minutes, 3-4 minutes à dire. Allez. OK. On pourrait continuer, bien sûr, de s'arrêter là, sur cet exercice, sur ce jeu. Voilà, c'est bon? Ouais. Surprenant peut-être, mais je l'ai fait souvent avec des publics soit de consultants, soit de cadres supérieurs d'entreprise. Et la plupart du temps, ils me disent, mais c'est frappant de voir à quel point cette démarche peut être pertinente pour faire émerger un matériau, d'une part inattendu, qui nous fait quitter nos sentiers battus, on répète toujours la même chose de réunion en réunion, et éminemment pertinent. Je fais, c'est démarrer le stratégique avec vous. Dès qu'on se met face à une question stratégique, liée à toute l'entreprise, un département, un projet, un produit, et on tire une image au hasard. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ce projet, cette idée, ce département, cette entreprise? Où est-ce qu'on va arriver dans 2 ans, par exemple? De nouveau, le groupe, spontanément, s'exprime sur le lien qui fait entre l'image et la question qui est posée. Quelles sont nos forces, nos faiblesses, y compris une analyse SWOT, etc. Et après, on peut aller vers une démarche plus rationnelle, quelque chose qui dure un bon quart d'heure, 20 minutes, selon le temps qu'on y consacre, mais qui permet vraiment d'élargir le débat et de faire émerger d'autres éléments de langage, comme on dit, d'autres éléments de pensée, par rapport à ce qui est souvent trop rabâché. Donc on a vu qu'être créatif, c'était tout ça. Donc à poser un regard créatif, je ne vous répète pas les postures qu'on a suffisamment mis ensemble, vous les voyez sous vos yeux. Quelque chose à laquelle je vous encourage vivement, et peut-être que pour le matérialiser au quotidien, 3 conseils très simples. Très simples. Ce serait de faire une photo par jour, pendant le temps que vous décidez. Je dirais, c'est comme chez le médecin, traitement minimum 1 semaine. On ne mange pas de pain, une photo par jour. Mais même sans tirer une leçon constante pour votre métier, simplement laissez-vous surprendre par quelque chose tous les jours. Et captez cette photo, si vous en avez un, sur votre smartphone. Deuxième chose, un aha par jour. Ce n'est pas le kiff par jour, un autre auteur, mais dans un carnet, ça peut être sur votre téléphone, moi j'ai des carnets depuis que je suis adolescent, j'utilise beaucoup ça, mais notez ou dessinez si c'est votre média, ou vous faites les deux comme moi, mais notez même en une phrase
Qu'est-ce que j'ai découvert de nouveau aujourd'hui? Vraiment, j'ai beaucoup noté les phrases ou les questions que me pose mon petit dernier. Maintenant, il arrive à l'âge de raison, 9-10 ans, mais quand il était petit, c'était incroyable. Il se brosse les dents et puis il disait ah, en fait, hein, je trouve ça vraiment chouette d'exister. Ce serait triste si je n'existais pas. Ça, j'ai eu envie de noter. Bien, je vais me coucher le soir et puis je ferme la lumière. Papa, oui, quoi qui c'est qui a inventé la mort? Magnifique. Mais je suis content d'avoir noté, sinon je l'aurais oublié. Un dessin par jour, même topo, soit un dessin de mémoire, soit un dessin d'observation, très très simple, mais capté en images que parfois les mots ne peuvent pas capter. Dali disait le peintre, on peut dire l'individu créatif, n'est pas celui qui est inspiré, mais celui qui est capable d'inspirer les autres. J'espère vraiment que d'abord ces conférences vous auront inspiré un petit peu, mais que c'est ce que vous allez faire davantage encore au quotidien, être capable de vous inspirer pour pouvoir inspirer les autres. Et si vous voulez en savoir plus, il y a beaucoup de choses à voir sur mon site, il y a des vidéos, des conférences, il y a un TED Talk sur la discipline du créatif, c'est le rapport entre gestion du temps et créativité, qui m'est très cher aussi, mais je n'ai pas du tout abordé dans cette rencontre. Il y a une conférence sur les liens entre créativité et pédagogie aussi en vidéo, des articles, et puis il y a mes livres que vous trouvez aussi ici. Je propose de laisser